Salut tout le monde. Après une absence extrêmement longue sur YouTube, où j'ai absolument rien glandé, j'ai décidé de revenir avec un tout nouveau concept, où je vais décrire la vie de personnes pas très connues. Et vu que j'aime pas trop les longs discours, on va partir directement dans le vif du sujet, avec l'histoire d'Anna Ivanova, une impératrice pour le moins glaçante. Alors bon, fille de tsar va grandir dans la richesse, dans la cour de Mitao, ou Mito, je sais pas comment ça se prononce, et je tiens à m'excuser pour tous les noms que je vais écorcher, parce qu'il y en aura beaucoup, croyez-moi. Donc elle grandit dans la cour de Mitao, ce qui correspond à la ville de Jelgava, en Lettonie actuelle. Alors cette cour est dans la région de Courland, donc un peu entre la Russie et la Prusse, et elle va avoir une enfance tout à fait normale en repoussant les avances des hommes qui la font. Finalement, en 1710, elle va se marier avec Frédéric III Guillaume Kettler, qui est ni plus ni moins que le duc de la région. Et là on peut s'imaginer que ça va être l'amour fou, le début d'une romance pour une princesse. Mais non, rien de tout ça. Oui, parce qu'en fait le petit Fredo poussait un peu trop sur la bouteille et va mourir un an plus tard d'un abus d'alcool. Et donc là on peut imaginer une crispation, un moment horrible, un déchirement, et vient de faire l'homme de sa vie. Mais bon, tout compte fait, elle se remet un peu plus vite qu'on aurait pu l'imaginer de cette mort et va se retrouver très rapidement dans les bras du nouveau duc de la région. J'ai nommé Pierre Bestuchev. Donc là, le début d'une grande histoire d'amour commence. Si grande que dès que le duc va partir en voyage, elle va pas avoir d'autre choix que de remplir son absence. Et par là, je veux dire au sens propre du terme, avec Ernst Johann Burger, excusez-moi pour la prononciation, le fils d'un palefrenier. Mais bon, cette fois-ci, pas de chance pour Anna Ivanova, elle aura pas le temps de lui sauter dessus parce que celui-ci était un peu trop proche des Allemands aux yeux de la couronne russe, et ils l'ont vite dégagé. Tu prends la porte, la barrique à bière. T'es raciste. Bref, à ce niveau-là de l'histoire, la petite Anna Ivanova va avoir une jeunesse dans la richesse, avec pas mal d'hommes à son actif, mais bon, les seuls, éduqués par des Allemands, et à l'heure actuelle, le trône de la Russie lui paraît très loin. Mais si on fait un petit zoom sur la famille des tsars de Russie, on s'aperçoit qu'il y a une petite conjoncture sympathique. Ouais, parce qu'en fait, Pierre le Grand, qui était le tsar, va mourir en 1725. Immédiatement après, ce sera à sa femme, Catherine Ier, de reprendre le trône. Et là, pas de bol, elle meurt en 1727. Mais bon, pas de panique, parce qu'il y aura Pierre II, le petit-fils de Pierre le Grand, qui va reprendre le trône et qui va le garder jusqu'en 1730. Et pour la petite anecdote, c'est sous son règne que Moscou a été désigné comme capitale de la Russie. Donc là, on l'a compris, il y a eu pas mal de morts, c'est un peu la cata, il n'y a plus beaucoup de prétendants. Et du coup, le Haut Conseil de Russie va un peu débattre pour savoir qui va être le nouveau leader. Et là, bim, Anna Ivanova, qui était en fait la nièce de Pierre le Grand, se retrouve comme favorite. Mais bon, à l'heure actuelle, c'est hors de question de lui laisser les pleins pouvoirs. Ouais, parce qu'elle pourra accéder qu'au trône qu'à 4 conditions. Consulter le conseil sur toutes les affaires gouvernementales, ne pas faire de paix ni de guerre, ni élever les impôts, ni nommer quelqu'un au grade au-dessus de colonel sans l'accord du conseil, l'interdiction formelle de condamner un noble et de confisquer ses biens sans l'accord du conseil, et ne pas se marier ni désigner un successeur sans l'accord du dit conseil. Donc là, la petite Anna, c'est vrai qu'il y a pas mal d'obligations, mais bon, elle va accepter, et c'est comme ça qu'elle se trouvera tsar de Russie. Mais bon, c'est vrai que comme on l'a vu avec le conseil, il y a quand même pas mal d'interdits, du coup elle va un peu réfléchir à comment faire en sorte de passer à côté. Et au bout d'une très longue réflexion, elle va se dire que si elle est condamnée à mort, exilée ou jetée en prison tous les membres du Haut Conseil, finalement elle n'aura plus personne à consulter. Et devinez quoi ? Ça a marché. Elle me fait de l'effet cette femme. Et après avoir pris les pleins pouvoirs de cette façon, on peut s'imaginer un grand règne, mais non, il se passera pas grand chose. En fait, on peut le résumer à une ou deux guerres avec l'Ukraine, et le retour à Saint-Pétersbourg comme capitale de la Russie. Parce qu'en fait, la petite Anna, elle s'intéresse très peu des problèmes du peuple, très peu de l'argent, tout ça. Par contre, il y a un truc qui lui plaît, c'est se divertir. Et ça, je peux vous dire qu'elle savait s'éclater, la petite Anna. Ouais, parce qu'en fait, depuis toute petite, elle est fan des êtres vraiment difformes ou hideux. Par exemple, elle avait sa propre collection de nains et d'estropiés. Charmant, n'est-ce pas? Mais ce qu'elle préfère par-dessus tout, c'est les affaires de la cour. Le petit Mikhail Alexeyevich Galitzine, on peut dire qu'il lui a pas trop plu. Ouais, parce que ce mec, il a voulu se marier avec une catholique. Et ça, c'est un affront en Russie. Du coup, elle le force à divorcer, elle lui retire son titre de noblesse, et le force à se marier avec... Anna Bunjninova. Une servante que tout le monde caractérisait par sa laideur. Faut dire que même les prêtres pensaient à un moment que c'était un démon tellement elle était moche. Comme ta mère. Et là, notre impératrice préférée va se la jouer agence d'événementiel. Va y avoir un mariage de folie. Un truc de ouf! Et tout ça va commencer par un cortège où elle mettra Mikhail et sa nouvelle femme sur un dos d'éléphant. Enfin, dans une cage sur un dos d'éléphant. Et là, ils vont traverser pas mal de villages et être un peu la risée de la population. Et c'est sans compter tous les animaux exotiques, tous les monstres de foire et les êtres hideux qui vont commencer par précéder le cortège pour annoncer l'approche des deux nouveaux mariés. Mais ça s'arrête pas là, parce que qui dit mariage dit nuit de noces. Et Anna, elle a vu grand, très grand. Elle a fait construire un palais de 10 mètres de haut et de 25 mètres de long, en glace. Ouais, tout était construit en blocs de glace, donc on peut s'imaginer que pour l'époque c'était quand même un beau défi technologique. Et quand je dis que tout était en glace, les tables, les chaises, le lit, tout était en glace. Et si vous voulez mon avis, un plumard en glace, ça jette un sacré froid dans le couple. Ma vie est nulle. Donc là on a compris, une mariée moche, une humiliation, une démesure avec un palais en glace.
l'histoire commence mal. Mais ce que j'aime bien avec cette tsarine, c'est qu'au final, tout se finit bien. Ouais, parce qu'à la fonte du palais, les deux nouveaux mariés vont devenir vraiment amoureux, malgré le physique de la servante. Et à la mort d'Anna Ivanova en 1740, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et ça, c'est beau, putain. Je suis le premier à raconter un vrai conte de fées historique. Et moi, je vais vous laisser sur ces 12 paroles. Et si le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou commenter, ça me fera vraiment plaisir. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.